Alors on va commencer tout simplement, Giancarlo, est-ce que tu peux te présenter? Alors moi, je m'appelle Giancarlo Pedote, je suis d'origine italienne, de la belle Toscane, précisément de Florence. J'ai 48 ans et je suis installé en Bretagne depuis déjà presque 15 ans. Alors tu es un marin depuis toujours, même si tu as eu une vie universitaire et un parcours assez classique, la voile est arrivée assez vite, en tout cas la planche est arrivée assez vite dans ta vie d'adolescent et de jeune adulte. Moi, je suis un marin des premières générations. J'ai découvert la voile un peu par hasard avec mon père. On était en face de l'île d'Elbe où on passait un peu notre été sur la plage. Et un jour, j'ai vu un gars qui a commencé à jouer avec une planche. Et voilà, il était au planning, il avait l'air de s'amuser. Et donc, on a dit avec mon père, bah voilà, pourquoi pas, on va essayer. On a cherché des plans de cours. Mais à l'époque, il n'y avait pas des matos typés vraiment pour ma taille. Donc au début, ça a été très compliqué. Mais 2 ans après, quand j'étais un peu plus boosté d'un point de vue physique, j'ai découvert un goût à la glisse et à la planche énorme. Et je suis vraiment tombé amoureux de la voile. Je suis passé ensuite à des bateaux des petites tailles comme les 4-7, comme des Zobik 16, voilà, des petits bateaux. Et après, ensuite, j'ai découvert les goûts pour les larges. J'ai passé mon permis nautique en Italie, j'ai commencé à faire beaucoup de croisières avec des voiliers. J'étais moniteur des voiles pendant longtemps et j'ai commencé à faire des régates sur des circuits IRC ou même des monotypies comme les 145 et des autres bateaux. Et après, j'ai vite compris que mon chemin, c'était les solitaires, de faire du large. Quand j'ai entendu dire que ça existait une course qui s'appelait Mini Transat et qu'on traversait l'Atlantique en solo sur des petits bateaux de 6,50 m, j'ai dit, mais ces trucs-là, c'est pour moi, quoi. Et donc là, bah voilà, c'est arrivé mon sponsor Prism, et on a enchaîné plein de chemins qui fait en sorte qu'aujourd'hui, je me retrouve dans cette sofa. Euh, alors rapidement, tu vas avoir envie de naviguer en IMOCA. Raconte-nous cette découverte de ce bateau de 18 mètres. Comment ça se passe? Comment tu arrives à rêver un jour de participer évidemment au Vendée Globe, mais avant ça, de naviguer sur un IMOCA? L'idée du Vendée Globe, bien évidemment, c'est un rêve qui, quand on commence à faire du mini, on les vit un peu comme les rêves d'un gosse qui, à 6 ans, il dit « j'aimerais bien être astronaute ». Bien évidemment, il y a beaucoup de gosses qui les disent, mais un pourcentage très réduit qui arrive à le faire. Et pour moi, c'était un peu ça. Bien évidemment, quand j'ai fait la mini, j'ai rêvé les Vendées, mais je me voyais aussi loin de tout ça. Jusqu'à un jour, après, je me souviens très bien, ma première route de Rome en classe 40, tu commences à avoir enchaîné différents projets, à monter en puissance dans tes projets, à prendre confiance, et tu te rends compte que finalement, les rêves de Vendée, c'est un rêve, mais peut-être pas aussi loin. Et donc, j'embarque avec Fabrice Amedeo sur la Transat en 2017. Et après cette expérience, je découvre ces bateaux que je trouve assez magiques, qui permettent de faire un tour du monde, que je trouve que c'est une expérience vraiment extraordinaire. Et là, avec mon sponsor Prism, on commence à travailler pour acheter un bateau et s'aligner sous le départ en 2020. Donc voilà, je contacte Jean-Pierre Dick qui vendait son bateau. On passe rapidement à l'achat de ces bateaux-là et on arrive au Vendée Globe 2020. Et là, je découvre mon premier tour du monde, que c'est quelque chose de vraiment incroyable parce qu'un Vendée, c'est quelque chose, je trouve, d'important qui marque une vie, qui marque une carrière, qui marque une vie familiale parce que les papas et les maris, ils s'absentent de la maison pendant un gros moment. Les papas ont bien évidemment le temps de réfléchir. Les enfants et la maman à la maison, ils ont le temps de vivre sans les papas. Donc,
ça va imbriquer tout un tas de choses que je trouve qui sont assez rigolos. C'est une belle expérience. Et après, se retrouver tout ressoudé ensemble, ça, je trouve que ça rebooste beaucoup une famille. Et bien évidemment, pour moi, c'est quelque chose d'incroyable parce que c'est quand même un tour de la planète, aller à naviguer dans les latitudes du Grand Sud, que c'est quelque chose vraiment d'exceptionnel. Voilà, moi, je garde un très beau souvenir du premier Vendée et c'est ça qui me donne envie de me réaligner sur le deuxième. Donc, parle-nous de cette découverte du Vendée en 2020. Ça a été une découverte assez dure, je crois, hein, au niveau humain, ce que tu as vécu, ce que tu as découvert sur toi, sur l'exigence de cette course sur la longueur. La découverte que j'ai eue du Vendée Globe, ça a été vraiment pas du tout loin de mon imaginaire que j'avais du Vendée Globe. Parce que bien évidemment, avant de faire ça, j'avais quand même fait pas mal d'expériences sous toutes les classes qu'on peut avoir avant de naviguer à l'IMOCA. J'avais fait 2 mini-transats, une en série, une en proto, j'avais fait du Figaro, j'avais fait du classe 40, j'avais fait du multi 50. J'ai eu la chance de faire quelques naves en ultime. J'avais navigué beaucoup en équipage avant. Donc finalement, quand je me suis aligné sur le départ du Vendée, j'avais quand même 20 ans de voiles sous mon dos. Et qu'est-ce que j'avais imaginé était, je pense, assez proche de la réalité. Bien évidemment, j'avais jamais vécu 80 jours en solo en mer. Ça, c'est une certitude. Et bien évidemment, il y a beaucoup de moments qui sont durs. Parce que les journées sont longues, parce que quand on navigue dans les grands suds, ça fait froid, on passe beaucoup de temps à l'intérieur du bateau, on ne voit pas beaucoup le soleil, là on se retrouve proche de la Nouvelle-Zélande, un total décalage par rapport à les gens avec qui tu peux avoir un échange. Donc ça donne vraiment un fort sentiment de solitude, quoi. Mais bon, c'était aussi ça que j'étais venu chercher, et c'était aussi cette expérience qui m'a permis d'avoir un contact avec moi-même assez intense, que j'ai cherché, bien évidemment. Et de tout ça, à la fin, je garde un très très bon souvenir. Bien évidemment, on a des moments durs, mais aussi c'est les moments durs qui sont laissés dans ma vie, en tout cas, les goûts, les émotions les plus belles, les plus intenses, les plus importants. Donc, pour moi, c'était vraiment une découverte très intéressante que j'ai envie de revivre, bien évidemment. Et c'est un peu ça le bilan que je peux faire de mon premier Vendée. Alors là, maintenant, tu arrives avec un projet qui est encore monté en gamme dans tous les compartiments du jeu, que ce soit le bateau lui-même, mais même le marin. Sportivement, tu arrives avec plus d'ambition? Bien évidemment, sportivement, j'arrive avec plus d'ambition. J'ai un bateau qu'on a remis à jour en termes de performance, en termes de structure, que j'ai cherché d'équiper au mieux à ma façon de naviguer. Je pense que c'est un bateau qui a beaucoup de potentiel. Et donc, voilà, là, l'équipe a fait un super travail jusqu'à présent. Et il faudra continuer à faire un super travail jusqu'au jour du départ. Il ne faut pas du tout, comme j'ai un Vendée derrière moi bouclé, penser qu'on a acquis l'expérience et donc tout est facile, au contraire. À mon avis, justement, parce qu'on a bouclé un, il faut rester encore plus concentré pour boucler le deuxième et pas avoir justement des petits manques de focus. Et bien évidemment, j'ai ma ligne avec toutes mes ambitions, avec toute mon envie, avec tout mon focus, ma détermination pour chercher d'améliorer mon résultat. Comment tu te situes dans la flotte vous êtes 40, donc il y a beaucoup de profils différents, il y a beaucoup d'ambitions différentes, de manières de naviguer différentes. Comment toi tu te positionnes? J'ai pas envie de me positionner. Je pense que le meilleur positionnement, c'est d'y arriver concentré, permettre au bateau d'exploiter au mieux son potentiel. Après, c'est un Vendée Globe, ça peut arriver plein de choses que ça peut faire en sorte que
tu ne te retrouves pas où tu as envie d'y être, où tu peux avoir aussi une belle surprise. Et donc, moi, je pense que pas se situer, ça permet d'être sur la ligne de départ sans beaucoup d'expectatifs, mais avec beaucoup de concentration. Moi, j'ai fait comme ça depuis les débuts de ma carrière et je réponds comme ça depuis le début de ma carrière et je ne vais pas changer ça maintenant. Le Vendée Globe, c'est aussi un ascenseur émotionnel, humain. Tu l'as dit, c'est un voyage intérieur. On a l'impression que là, avec ces bateaux qui sont de plus en plus durs pour le marin, ça va être encore un critère plus important que par les éditions passées. La capacité d'endurance, la capacité de résilience du marin va être encore plus déterminante. Bah, bien évidemment, on a des bateaux qui sont devenus extrêmes avec les vitesses à laquelle on va. Donc tout est plus difficile, notamment la vie à bord est très difficile. Et donc, c'est sûr que la résilience, la capacité de s'adapter à un environnement qui est très loin de la vie qu'on peut avoir à terre, ça sera un plus pour les marins. La fiabilité du bateau aussi, parce qu'entre rester à faire les manœuvres à l'intérieur du bateau, chercher de garder une bonne vitesse et devoir bricoler sur ces bateaux-là, il y a une sacrée différence. Donc je pense que tout ça, ça sera un élément clé pour la réussite de tous les coureurs du Vendée Globe. Les bilans que je tire des dernières régates, c'est plutôt positif. Je trouve qu'on a fait une belle Jacques Vabre. J'ai eu quelques soucis techniques pendant la CIC, mais du coup, que ça m'a permis et a permis à toute mon équipe de comprendre un peu mieux qu'est-ce qu'il faut renforcer dans les bateaux. Et donc, on s'est dit, c'est mieux que ça nous arrive maintenant plutôt que Vendée Globe. Donc, je pense que notre carrière des marins et pour ce qui me concerne aussi des gérants de mon projet sportif, ça consiste à capter bien les zones où il faut prendre des décisions d'un point de vue des gestions du projet, d'un point de vue des fiabilités du bateau, d'un point de vue des performances, chercher de travailler au mieux avec les moyens qu'on a à disposition pour faire en sorte qu'on puisse vraiment avoir les meilleurs résultats avec ce qu'on a. Et là, on est dans cette philosophie de chercher, dans cette dernier temps qui nous reste, d'améliorer la performance du bateau et la fiabilité en même temps. On est déjà content. Notre point aujourd'hui nous donne une position de fierté. Après, il ne faut jamais baisser la garde parce qu'on sait très bien qu'on peut faire une sortie et taper un objet, une OFNI à une vitesse importante et donc devoir réparer. Mais pour l'instant, on se retrouve dans des projets où on voulait être, quoi. Donc, les bilans pour moi est positif actuellement et si tout continue à se dérouler comme ça, on croise les doigts, je pense qu'on pourra prendre un départ dans les meilleures conditions. Qu'est-ce que ça serait un Vendée Globe réussi pour toi? Pour moi, un Vendée Globe réussi, c'est un Vendée Globe où déjà, en premier, j'arrive à les boucler parce qu'on part sur un tour du monde et terminer un tour du monde, c'est pas anodin du tout, vis-à-vis bien évidemment des aléas qu'on peut avoir, hein, qu'on ne peut pas maîtriser du tout, qu'on ne peut pas imaginer. Et après, pour moi, la réussite, ça serait vraiment permettre à mon bateau d'exprimer son potentiel et de faire des belles trajectoires. Sur la gestion de la concurrence, et là vous êtes une flotte très dense, avec du niveau, avec un niveau de préparation qu'on n'a jamais vu, et ça risque de nous donner à nous, observateurs, un spectacle génial. Comment toi tu vas gérer ta course au sein de cette flotte hyper compétitive? Je pense que je vais gérer ma course comme j'ai toujours géré mes courses précédentes. Bien évidemment, c'est un Vendée Globe, donc ça ne sera pas la même philosophie qu'un transat, où tu pars sur un sprint, parce que dans tous les cas, à l'arrivée, les bateaux, même s'il est cassé, dans 15 jours, ça sera remis en état.
après 15 jours, ça sera remis en état et on pourra faire les convoyages retour. Là, si après 15 jours, on a des dégâts, ça commence mal. Parce que ça veut dire qu'on a peut-être passé les poteaux noirs et qu'on n'a même pas encore arrivé dans les grands suds. Donc, je pense qu'il faudra chercher de faire marcher les bateaux vite, mais avoir quand même un œil de regard à la structure, à les fonctionnements de tous les systèmes, parce qu'un désalinisateur, il faut qu'il marche jusqu'à l'arrivée. Parce que les moyens de recharge des batteries et les batteries, il faut qu'ils marchent jusqu'à l'arrivée, comme les pilotes automatiques, comme le fait que les mains ils restent à sa place. En fait, on a beaucoup d'éléments qui sont très importants, déterminants pour la réussite du Vendée Globe. Et je trouve que faire un début de course incroyable pour s'arrêter au Brésil, c'est pas qu'est-ce que ça m'intéresse. Donc, je pense que je vais bien intégrer tous ces éléments-là pour faire en sorte que je puisse passer les différents caps, les uns après les autres, dans l'ordre, à la meilleure vitesse que j'arrive à exploiter de mon bateau, mais tout en regardant aussi un œil critique sur la conservation du bateau, que ça sera un élément clé pour la réussite du Vendée Globe. Et comment on fait pour ne pas se laisser influencer tant dans les choix stratégiques ou météo de route que de rythme, d'engagement? Comment on fait pour rester dans sa bulle quand on a autour de soi une flotte aussi dense? Je pense que dans mon cas, je pense que j'ai une connaissance assez bonne de moi-même et donc je suis capable de comprendre quand je suis fatigué, quand je suis en forme et bien évidemment de faire les choix en conséquence, c'est-à-dire tu es en forme, tu attaques, tu ne te poses pas des soucis sur les changements des voiles, sur prendre des trajectoires un peu plus risquées parce que tu sais que tu es en forme et tu arriveras à faire marcher vite ton bateau et voilà. Et au contraire, s'il y a des moments, et ça arrive pendant un Vendée Globe d'avoir des moments oui et des moments non, tu fais des choix différents. Tu ne mets pas une voile ou après, je ne sais pas, à quelques heures, tu te retrouves dans la tranche et tu es fatigué, tu n'es pas capable de réagir. Donc je pense qu'il faut savoir s'écouter et prendre en toute lucidité et en autonomie les bons choix pour justement naviguer avec la bonne toile, vis-à-vis des questions qu'on va à trouver comme météo à court terme et justement être capable de faire face à tous les éléments qu'on trouve le long du chemin. Donc je pense qu'il faut savoir bien s'écouter, faire confiance, c'est faire confiance et engager ses choix en fonction des feelings qu'on retrouve. Sur la lucidité justement et sur la préservation du marin, raconte-nous un peu toi quelles sont tes solutions en termes de sommeil, en termes de nourriture, en termes de chaleur à bord, de confort de vie. Qu'est-ce que tu as tiré comme enseignement de ton expérience d'une part d'un premier Vendée Globe et puis de tes dernières courses dans la vie à bord, dans la gestion du bonhomme? C'est sûr que la vie à bord des Musimoca, elle n'est pas du tout simple. Donc voilà, on arrive à manger bien évidemment. Après, on mange qu'est-ce qu'on peut, quand on peut, en fonction des conditions. On passe des lyophiles à même, moi j'arrive à me faire même un plat de pâtes dès que je peux. Et après dormir, bien évidemment, c'est les faits qu'on navigue, on navigue de plus en plus sur nos bateaux. Par exemple, moi j'ai appris à arriver à me décontracter plus dans ma banette, arriver à trouver des positions où j'arrive à m'endormir plus facilement que dans des autres moments. Donc c'est tout un tas de connaissances que j'ai appris sur moi-même qui font en sorte que, voilà, je sais que par exemple dans des moments ça ne sert à rien que je me mette dans la banette parce que je n'arriverai pas à dormir. Et au contraire, il y a des moments où je sais qu'il faut que j'accélère les coups de repos parce que sinon je les vais payer cher après. Donc je pense que ça fait partie d'une expérience d'une vie. C'est pas qu'il y ait vraiment l'expérience du Vendée Globe. Et après, dans tous les cas, on n'a pas de solutions miracles. Dans la chaleur, il faut chercher de bouger comme on peut, sans trop transpirer, parce que sinon après, on doit s'hydrater énormément. La transpiration, ça fatigue aussi.
Et bien évidemment, comme dans les froids, il faut chercher de se couvrir, de ne pas disperser trop de chaleur, sinon c'est compliqué de s'endormir. S'il fait froid, on n'arrive pas à s'endormir. Donc là, il faut être bien équipé. Moi, j'ai la chance d'avoir Allianz comme partenaire technique qui me met à l'aise dans toutes les conditions. Et voilà, faire ses choix au bon moment, justement pas en retard. Il faut s'hydrater au bon moment, il faut manger au bon moment, il faut se reposer au bon moment. Et ça, c'est en fonction des conditions et en fonction du feeling. Donc, ça n'existait pas en mode d'emploi. Il faut savoir s'écouter et savoir se respecter. Sur la performance de ton bateau, est-ce qu'il y a des moments, des phases que tu crains ou voilà, qui suscitent des inquiétudes pour toi dans le parcours du Vendée Globe? Bon, moi, je pense que j'ai un très bon bateau. Moi, j'ai un bateau de 2015 qui, du coup, à l'arrivée du Vendée Globe, aura 10 ans. Et bien évidemment, donc, il faut tenir en compte de ça. Après, on a cherché de faire tous les renforts structurels qu'il fallait faire. On a cherché de lui donner des autres ambitions de performance avec de nouveaux foils, de nouvelles étraves. Donc, on a changé pas mal de choses pour aller plus vite. Je pense que c'est un bon bateau dans toutes les conditions. Après, je sais aussi que les nouveaux bateaux, il faut une autre vitesse que moi, je ne suis pas capable de faire. Donc, ça, c'est bien évidemment un élément à tenir en compte. Et je sais qu'il y aura des moments où voilà, je n'arriverai pas à aller aussi vite comme les bateaux qui sont des foils de dernière génération. Ça, je l'ai bien vu, je l'accepte. Après, je me dis aussi que la course est longue et il faut savoir des fois rester à sa place parce qu'il ne faut jamais oublier que pour gagner un Vendée Globe, il faut le terminer vite. Mais du coup, en séquence, terminer vite. Dernière question sur le plaisir. Donne-nous des exemples de plaisir que tu es content de retrouver à l'idée de repartir sur un Vendée. Pour moi, les plaisirs du Vendée sont plusieurs, les plaisirs du Vendée. C'est déjà d'avoir travaillé un bon moment de ma vie avec des gars avec qui je m'entends très bien d'un point de vue d'équipe et qui, bien évidemment, aujourd'hui, tous les gars qui travaillent avec moi sont partis de ces projets et c'est grâce à eux, c'est moi je peux partir serein sur mon Vendée Globe. Donc voilà, c'est un réussi d'un projet où plusieurs personnes, ils sont du goût à rester ensemble tous les jours à travailler dans la même direction. Et pour moi déjà d'avoir réalisé ça, c'est vraiment un plaisir et un succès énorme d'avoir une équipe plutôt qu'un groupe de travail. Déjà ça c'est pour moi un gros succès. Et après, à partir du moment que je me retrouve en solo, moi je suis quelqu'un qui adore la solitude. Donc déjà, après 15 jours, je suis dans mon élément, dans les silences, dans ce sentiment, des fois un peu d'inquiétude, de solitude, mais que j'adore aussi. Parce que c'est dans ce terrain des non-confort où je retrouve mon confort, où je retrouve des réflexions que j'aurais jamais la possibilité de faire dans une vie terrestre. Et après aussi, moi j'adore les privations. En fait, de vivre avec, voilà, pas beaucoup de nourriture, qu'il faut manger au bon moment, dans certains timings. Il faut en sorte que, voilà, que quand j'ouvre les paquets des jambons qui arrivent de tels copains ou que j'ouvre tel plat qui me rappelle telle circonstance, je trouve un plaisir qui autrement c'est difficile à trouver à terre où bien évidemment on claque les doigts et aujourd'hui on peut tout avoir. On peut avoir en temps réel les plats qu'on a envie de manger. Donc toute cette circonstance fait en sorte que c'est une dimension où on doit vivre avec des ressources limitées, que c'est une contrainte, mais aussi quelque chose que moi je trouve très séduisant, que j'ai vraiment apprécié beaucoup. Et après, bon, les plaisirs, si tu as un bateau en état dans les Grands Sud, pour moi c'est quelque chose d'incroyable de naviguer là, où on peut respirer les froids qui arrivent des glaces.
bah, c'est des choses que je ne pourrai jamais oublier de mon premier Vendée et que j'ai envie de retrouver dans mon deuxième parce que c'est une expérience de vie qu'on a du mal à décrire. C'est un peu comme la naissance de mes enfants. C'est quelque chose que c'est compliqué de décrire, mais que ça donne une émotion interne que c'est encore plus compliqué pour moi d'exprimer parce que c'est quelque chose d'énorme. La joie que moi j'ai pu expérimenter à la naissance de mes enfants et aussi l'émotion que j'ai retrouvée à naviguer dans les Grands Sud. Donc voilà. Et après, bien évidemment, l'arrivée, si on a la chance, si j'avais la chance d'arriver aussi sur mon deuxième Vendée au Sable d'Olonne, après les 3 caps, en course, ça sera quelque chose d'incroyable parce que là, tu retrouves ton équipe. C'est là où, en fait, tout le travail qu'on a fait ensemble, il se concrétise après les passages de la ligne. Donc là, tu peux embrasser ton équipe, tu peux faire une belle soirée détendue parce que là, vraiment, c'est là vraiment où on peut souffler, où on peut passer des moments à penser à autre chose, à rigoler, sans, tu vois, cette échéance qui est toujours derrière toi, il te pousse, tu te le retrouves les matins quand tu te lèves et les soirs quand tu te couches, quoi. Et après, bien évidemment, retrouver la famille, les copains, c'est quelque chose d'incroyable. Donc, bon, je pense que j'ai beaucoup de plaisir qui me pousse à refaire cette course. Et finalement, assez peu de naves, de sensations, tu vois, tu m'as pas parlé de, je sais pas, de surf ou de bar en main. Quand tu me parles du sud, si on essaie d'expliciter un peu ta joie dans le sud, c'est quoi? C'est mener son bateau dans un élément démesuré, Bah, bien évidemment, en fait, si tu veux, je ne parle pas du plaisir de la nave, mais c'est bien évidemment quelque chose que je donne pour acquis parce que tout ce que je viens de citer, c'est parce qu'on navigue en course à survitesse ou dans tous les cas à des bonnes vitesses dans des mers incroyables, dans l'océan Indien, dans les Pacifiques, dans l'Atlantique. Bien évidemment, tout ça, l'essence de tout ça, c'est parce qu'on fait tout ça en course pendant les Vendée Globe. Donc ça, bien évidemment, pour moi, c'est quelque chose que c'est clé, que c'est essentiel. la base. C'est la base. C'est quelque chose que je donne comme acquis. Donc c'est pour ça que peut-être je ne vais pas parler beaucoup de ça parce que bien évidemment tout ça, qu'est-ce que je raconte, c'est parce que la base, c'est qu'on fait des super glissades, que des fois on s'est fait des moments, par exemple, sous mer plate, J0, où les bateaux, c'est un 2 river à 25 nœuds. Ou des fois, au contraire, il faut faire deux ronds, passer en mer croisée, donc dans des conditions pas simples, où là, bien évidemment, on n'a pas beaucoup de plaisir. Là, c'est plutôt les moments où il faut tenir, il faut préserver les matériels, mais ça fait aussi partie de l'aventure, quoi. Ça fait aussi dire, ben voilà, je suis capable d'amener mon bateau à une vitesse quand même régulière, dans des conditions pas simples, où ce n'est pas le moment d'accélérer et tout casser. Donc ça, c'est les scénarios de base, que c'est un scénario incroyable.